nous publions gratuitement les meilleurs livres pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Vous trouverez les détails dans la description. Bonne écoute. La maison d'édition Abbey Publishing présente Brené Brown, La grâce de l'imperfection. Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. Lu par Sylvie Pardon. Bonne écoute. Introduction. Vivre sans réserve. Vivre sans réserve, c'est s'engager dans sa propre existence avec dignité. C'est cultiver le courage, la compassion, la connexion et pouvoir se lever le matin en pensant « peu importe ce qui sera fait aujourd'hui et ce qui ne le sera pas encore, je suis à la hauteur ». C'est aller au lit le soir en se disant « oui, je suis imparfait et vulnérable, et même parfois effrayé, mais cela ne change rien au fait que je suis également courageux, digne d'amour et d'appartenance ». Le voyage. Choisir de vivre sans réserve ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus. En fait, je crois que c'est la quête d'une vie entière. Mon but est de mettre en lumière cette constellation de choix qui conduisent à l'authenticité et de partager ce que j'ai appris de beaucoup de gens qui se sont consacrés à vivre et à aimer avec toute la force de leur cœur. Avant de s'embarquer dans un voyage quel qu'il soit, incluant celui-ci, il est important de parler de ce dont nous avons besoin d'apporter avec soi. Qu'est-ce que cela prend pour vivre et aimer dans un sentiment de dignité? Comment assume-t-on vraiment l'imperfection? De quelle manière cultivons-nous les choses nécessaires et lâchons-nous prise sur celles qui nous empêtrent? La réponse à toutes ces questions s'incarne dans le courage, la compassion et la connexion, 3 outils dont nous avons besoin afin de réussir notre voyage. Si vous vous dites « Génial, j'ai juste besoin d'être un super-héros pour combattre le perfectionnisme », je comprends. Le courage, la compassion et la connexion semblent des idéaux élevés et nobles, mais dans la réalité, ils se révèlent être des pratiques quotidiennes qui, lorsque mises en œuvre suffisamment, deviennent d'inestimables cadeaux dans notre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que nos vulnérabilités sont précisément ce qui nous force à utiliser ces outils extraordinaires. Parce que nous sommes humains et si magnifiquement imparfaits, nous avons l'occasion de les utiliser et de les mettre en pratique sur une base quotidienne. En ce sens, le courage, la compassion et la connexion deviennent des grâces de l'imperfection. Voici ce que vous allez découvrir dans ce livre. Au premier chapitre, j'explique ce que j'ai appris sur le courage, la compassion et la connexion, et comment ceux-ci sont de véritables outils pour développer notre sentiment de dignité. Une fois que nous aurons une meilleure idée de ces outils à notre disposition au cours de notre voyage, le chapitre suivant nous conduira au cœur du sujet, l'amour, l'appartenance et la dignité. Je réponds à certaines des plus épineuses questions dans ma carrière. Qu'est-ce que l'amour? Pouvons-nous aimer quelqu'un et le trahir? Pourquoi notre besoin constant de nous intégrer sabote-t-il l'appartenance véritable? Pouvons-nous aimer notre proche entourage, comme nos partenaires et nos enfants, davantage que nous-mêmes? Comment définissons-nous la dignité et pourquoi sommes-nous en train de la revendiquer plutôt que d'y croire simplement? Nous rencontrons des obstacles dans tous les voyages que nous entreprenons. La quête d'une vie sans réserve n'y fait pas exception. Dans le chapitre qui suit, nous allons explorer ce que je me suis mise à considérer comme les plus grands obstacles qui nous empêchent de vivre et d'aimer sans réserve. Puis, nous allons voir comment élaborer des stratégies efficaces pour surmonter ces obstacles et cultiver notre résilience. À partir de là, nous allons nous familiariser avec les 10 balises de la quête d'une vie sans réserve. Des pratiques quotidiennes qui nous dirigeront et nous guideront durant notre voyage. Je consacre à chaque balise un chapitre que j'illustre d'anecdotes, de définitions, de citations et d'idées pour faire des choix mûrement réfléchis et inspirés sur notre manière de vivre et d'aimer. Des moments charnières.
Ce livre regorge de mots concepts tels qu'amour, appartenance et authenticité. Je trouve impératif de définir ces termes passe-partout qu'on dit et redit chaque jour, mais qu'on explique rarement. En cela, je crois que des définitions justes devraient être à la fois accessibles et parlantes. J'ai essayé de définir ces mots de façon à ce qu'ils nous aident, pour ainsi dire, à mieux les analyser. Quand on creuse au-delà des définitions simplistes et qu'on découvre les activités et les expériences quotidiennes qui mettent le cœur au centre de la vie sans réserve, on voit comment les gens définissent les concepts qui dirigent leurs actions, leurs croyances et leurs émotions. Par exemple, lorsque des participants à mes recherches parlaient d'un concept comme celui d'amour, je veillais à définir ce concept tel que chacun le vivait. Parfois, cela m'obligeait à développer de nouvelles définitions, ce que j'ai effectivement fait avec le mot amour et beaucoup d'autres mots. Il est arrivé aussi que, après avoir feuilleté quelques livres, j'ai déniché des définitions qui rendent l'essence même des expériences des participants. Le jeu en est un bon exemple. Le jeu est l'une des composantes centrales d'une vie sans réserve. Et quand j'ai cherché sur le sujet, j'ai trouvé le formidable travail du Dr Stuart Brown. Au lieu donc de produire une nouvelle définition, je fais référence à son travail parce qu'il reflète avec netteté ce que j'ai appris lors de mes recherches. Je sais que les définitions suscitent la controverse et le désaccord, mais je suis à l'aise avec cela. Je préfère que nous débattions de la signification des mots qui sont importants pour nous plutôt que de ne pas en discuter du tout. Nous avons besoin d'un langage commun pour arriver à la conscientisation et à la compréhension, lesquels sont tous deux indissociables de la vie sans réserve. Le pilote automatique. Tôt au cours de l'année 2008, à l'époque où mon blog était encore assez jeune, j'ai écrit un billet où je racontais avoir bousillé mon pilote automatique. Vous connaissez le bouton du pilote automatique, n'est-ce pas? C'est ce bouton sur lequel on appuie quand on est trop épuisé pour se lever une énième fois en plein milieu de la nuit, ou trop écœuré pour faire une autre brassée de lavage avec du linge sali par le vomi ou la diarrhée, ou trop vidé pour attraper un autre avion ou retourner un appel de plus, trop à bout pour plaire, accomplir, perfectionner, comme on le fait trop souvent, même quand on a envie d'envoyer promener quelqu'un et se cacher sous les couvertures. Le pilote automatique, c'est un moyen secret de se dépasser quand on est fourbu et surchargé, et quand il y a trop à faire et trop peu de temps pour prendre soin de soi. Dans le billet de mon blog, j'ai expliqué comment j'avais choisi de ne pas réparer mon bouton de pilote automatique. Je me suis promis que désormais, lorsque je me sentirais vidé émotionnellement, physiquement ou spirituellement, j'essaierais de ralentir plutôt que de miser sur mon pilote automatique pour me dépasser, pousser mes limites et, au bout du compte, en pâtir. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais mon pilote automatique me manquait. Je ne l'avais plus à ma disposition les fois où j'étais abattue et morose. J'avais besoin d'un outil pour me dépasser sans en pâtir. Aussi suis-je retournée au cœur de mes recherches pour voir si je ne pouvais pas trouver une façon de le faire qui soit davantage compatible avec la vie sans réserve. Peut-être y avait-il quelque chose de mieux que de se résigner. Voici ce dont j'ai pris conscience. Les hommes et les femmes qui vivent sans réserve se dépassent tout autant que les autres. Seulement, ils le font différemment. Lorsqu'ils sont épuisés et surchargés, voici ce qu'ils font. Ils choisissent de façon réfléchie leurs pensées et leurs comportements par la prière, la méditation ou simplement en définissant leurs intentions. Ils trouvent l'inspiration pour faire des choix nouveaux et différents. Ils agissent. Depuis que j'ai découvert cela, j'ai utilisé ma nouvelle manière de me dépasser et le résultat a été impressionnant. Un exemple de cette trouvaille est arrivé tout récemment, alors que j'errais au sein d'un brouillard Internet, plutôt que de travailler. Je tournais en rond, un peu dans les limbes, jouant sans grand intérêt sur Facebook et gaspillant mon temps sur l'ordinateur. Je n'étais ni reposée, encore moins productive, c'était, pour le dire en un mot,
un gigantesque siphon de temps et d'énergie. J'ai essayé ma nouvelle manière de me dépasser, devenir réfléchie, inspirée, agissante. Je me suis dit, si tu as besoin de te ressourcer et que perdre des heures en ligne est amusant et relaxant, alors vas-y fort. Mais si ça ne l'est pas, fais quelque chose qui te détende vraiment. Trouve une activité qui s'avère inspirante, plutôt qu'une qui ramollisse ton esprit. Et surtout, lève-toi et agis. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai fait une courte prière pour me rappeler d'être compatissante envers moi-même, puis j'ai regardé un film qui était resté dans son enveloppe Netflix, posé sur mon bureau depuis plus d'1 mois. C'était précisément ce dont j'avais besoin. Ce n'était certes pas mon ancienne façon de me dépasser, celle qui m'incitait à pousser mes limites. Je ne me suis pas forcée à me remettre au travail ou à effectuer quelque chose de productif. J'ai plutôt décidé, intimement, volontairement, après y avoir bien pensé, de trouver une solution qui sache me régénérer. Chacune des 10 balises présente une section « Dépassez-vous » qui peut nous aider à découvrir des moyens d'être réfléchis et inspirés dans nos choix, et comment agir. Je partage avec vous mes propres stratégies de dépassement, et je vous encourage à trouver les vôtres. Elles se sont montrées 1000 fois plus efficaces que la vieille tactique du pilote automatique. Ce que j'espère apporter. Ce livre est plein de sujets profonds, comme la compassion envers soi-même, l'acceptation et la gratitude. Je ne suis pas la première à en parler, et je ne suis certainement pas la plus brillante chercheuse, ni la plus talentueuse des écrivains. Je suis, toutefois, la première à expliquer comment ces sujets contribuent individuellement et ensemble à cultiver une vie sans réserve. Et peut-être plus important encore, je suis assurément la première personne à les analyser selon la perspective de quelqu'un qui a passé des années à étudier la honte et la peur. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai voulu laisser tomber mes recherches sur la honte. Il est extrêmement difficile de consacrer sa carrière à l'étude de sujets qui rendent les gens mal à l'aise. À plusieurs occasions, j'ai littéralement levé les bras en signe d'abdication et dit « J'abandonne, c'est trop dur. Il y a tant de choses plus excitantes à étudier, je veux sortir de là. » Je n'ai pas choisi d'étudier la honte et la peur. Ces recherches m'ont choisi. Maintenant, je sais pourquoi. C'était ce dont j'avais besoin, professionnellement et personnellement, pour me préparer à écrire ce livre sur la vie sans réserve. On peut discourir sur le courage, l'amour et la compassion, jusqu'à devenir un répertoire ambulant de phrases toutes faites. Il reste qu'à moins d'être disposé à parler honnêtement de ce qui nous empêche de les pratiquer dans notre vie quotidienne, nous ne changerons jamais, au grand jamais. Le courage, c'est merveilleux, mais il ne faut pas oublier que le courage exige un lâcher-prise par rapport à ce que les autres pensent. Or, pour beaucoup d'entre nous, cela est angoissant. La compassion est une chose que tous désirent, mais sommes-nous prêts à comprendre pourquoi l'établissement de limites et le mot « non » font partie intégrante de la compassion? Sommes-nous prêts à dire ce « non » en sachant que nous décevons quelqu'un? Le sentiment d'appartenance est un élément essentiel pour vivre une vie sans réserve. Mais d'abord, nous faut-il cultiver l'acceptation de soi. Pourquoi est-ce si difficile? Avant de commencer à écrire, je me demande toujours « Pourquoi ce livre vaut-il la peine d'être écrit? Qu'est-ce que j'espère apporter ?» Ironiquement, je pense que la plus précieuse contribution que je puisse faire aux discussions actuelles sur l'amour, l'appartenance et la dignité provient de mes expériences en tant que chercheuse sur la honte. Entamer ce travail avec une compréhension accomplie de ce que les vieilles cassettes et les diablotins de la honte disent pour nous faire sentir inquiets et petits me permet de faire davantage que de présenter de belles idées. Ma perspective m'aide à partager de réelles stratégies pour changer nos vies. Si nous voulons savoir pourquoi nous sommes si anxieux de laisser nos vraies personnalités être vues et connues, nous devons comprendre le pouvoir de la honte et de la peur. Si nous n'arrivons pas à nous émanciper du « jamais assez bien » et « pour qui te prends-tu ?», nous ne pouvons pas avancer. Durant ces moments de désespoir et de défaite qui habitent mon passé,
alors que j'étais aux prises avec mes recherches sur la honte, j'aurais souhaité savoir ce que je sais aujourd'hui. Si je pouvais revenir en arrière et murmurer quelque chose à mon oreille, je dirais à cette personne du passé la même chose que je vous dis dès maintenant, alors que nous débutons ce voyage. Nous approprier notre propre histoire peut être difficile, mais pas autant que passer notre vie à la fuir. Embrasser nos vulnérabilités est risqué, mais pas aussi dangereux que laisser tomber l'amour, l'appartenance et la joie, les expériences mêmes qui nous rendent le plus vulnérables. C'est seulement lorsque nous sommes suffisamment braves pour aller explorer l'obscurité que nous pourrons découvrir la puissance infinie de notre lumière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Le courage, la compassion et la connexion. Les grâces de l'imperfection. C'est en pratiquant le courage, la compassion et la connexion sur une base quotidienne qu'on travaille à la dignité. Pratique est le mot-clé ici. Mary Daly, une théologienne, a écrit « Le courage, c'est comme un habitus, une habitude, une vertu. Ne l'atteignez pas par des actes courageux. C'est comme apprendre à nager en nageant. Vous apprenez le courage en devenant courageux. » Il en va de même pour la compassion et la connexion. Nous intégrons la compassion à notre vie lorsque nous agissons avec compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Et nous nous sentons connectés dans notre vie lorsque nous allons vers les autres et que nous nous connectons à eux. Avant de définir ces concepts et d'expliquer leur fonctionnement, je veux d'abord vous montrer comment ils vont de pair, en tant que pratique, dans la vie de tous les jours. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui parle du courage d'entrer en contact, de la compassion qui sait dire « je l'ai vécu moi aussi » et des connexions qui nourrissent notre dignité. L'orage de la honte du parent mercenaire. Il n'y a pas si longtemps de cela, la directrice d'une grande école primaire publique, ainsi que le président de l'association parents-enseignants de cette même école, m'ont invité à m'adresser à un groupe de parents au sujet de la relation entre la résilience et les frontières. À cette époque, j'étais justement en train de recueillir des données sur le rôle des parents et des écoles qui se donnent sans réserve. Alors, j'ai trouvé l'opportunité excellente. Je n'avais pas la moindre idée de ce dans quoi je venais de m'embarquer. Aussitôt que j'ai mis le pied dans l'auditorium de cette école, j'ai ressenti une impression vraiment étrange qui émanait des parents dans l'auditoire. Ils semblaient presque inquiets. J'ai interrogé la directrice à ce propos, mais elle s'est contentée de hausser les épaules avant de s'éloigner. Le président de l'association parents-enseignants n'avait pas grand-chose à me dire à ce sujet non plus. J'ai mis cette impression sur le compte de ma nervosité et j'ai essayé de ne plus y penser. J'étais assise dans la première rangée quand la directrice m'a présentée à l'auditoire. Ce genre de moment est une expérience qui me met toujours très mal à l'aise. Quelqu'un énumère la liste de mes réussites pendant que je réprime discrètement une envie de vomir et de prendre la poudre d'escampette. En fait, cette présentation dépassa toutes celles que j'avais vécues. La directrice disait des choses comme « Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez entendre ce soir, mais nous avons besoin de l'écouter pour l'amour de nos enfants. » Dr Brown est là pour transformer notre école et nos vies. Elle va nous guider dans le droit chemin, que cela nous plaise ou non. Elle parlait de cette voix forte, agressive, et semblait avoir les nerfs à fleur de peau. J'avais l'impression d'être présentée comme la prochaine lutteuse redoutable d'un match de la WrestleMania de la WWE. Il ne manquait plus que la musique de circonstance et quelques effets stroboscopiques. Avec du recul, je me suis dit que j'aurais dû marcher vers le podium et avouer sans détour « Je me sens très inconfortable. Je suis contente d'être ici, mais je n'ai pas du tout l'intention de guider quiconque vers un droit chemin. Je ne veux pas non plus que vous pensiez qu'en 1 heure, je vais essayer de transformer votre école. Mais qu'est-ce qui se passe donc ?» Je ne l'ai pas fait cependant. J'ai simplement commencé ma conférence à ma manière vulnérable du
je suis une chercheuse, mais je suis également un parent aussi dépassé que vous. » Eh bien, le sort en était jeté. Ses parents n'étaient pas réceptifs. Je ne sentais plutôt, rangée après rangée, que des regards qui me toisaient. Il y avait surtout cet homme, assis dans la toute première rangée, qui avait les bras croisés, ainsi que la mâchoire tellement serrée que les veines de son cou semblaient vouloir en sortir. Toutes les 3 ou 4 minutes, il se tortillait sur sa chaise, levait les yeux au ciel et soupirait plus fort que jamais je n'avais entendu quelqu'un soupirer. En fait, ces soupirs étaient tellement bruyants qu'il me faudrait un autre mot pour les désigner, quelque chose comme un râle. C'était si terrible que les gens assis près de lui étaient visiblement embarrassés par son comportement. Eux aussi étaient inexplicablement mécontents de ma présence, mais cet homme rendait ni plus ni moins la soirée insupportable pour nous tous. En tant que professeure d'expérience et animatrice de groupe, je sais en général comment gérer ces situations et je me sens normalement à l'aise de le faire. Quand un individu perturbe ainsi une assemblée, vous n'avez vraiment que 2 options possibles. Ou vous l'ignorez, ou vous prenez une pause pour le confronter en privé sur son comportement inconvenant. Mais j'étais tellement dérangée dans mes plans que j'ai plutôt choisi la pire chose imaginable. J'ai essayé de l'impressionner. Je me suis mise à parler plus fort et à devenir beaucoup plus animée. J'ai cité d'effrayantes statistiques de recherche qui suffiraient à inquiéter n'importe quel parent. Je me suis servi de toute mon authenticité pour leur envoyer une bonne dose de « vous feriez mieux de m'écouter, sinon vos enfants seront des décrocheurs dès la 3e année. Ils feront de l'autostop le nez dans la drogue et courront avec des ciseaux dans les mains. » Rien. Nada. Je ne l'ai pas vu hocher la tête, ni esquisser un léger sourire d'assentiment, ni quoi que ce soit d'autre. J'ai seulement réussi à faire paniquer les 250 autres parents déjà irrités. Ce fut un désastre. Tenter de triompher de quelqu'un comme cet homme qui râlait est toujours une erreur, parce que cela suppose de sacrifier votre authenticité afin de recevoir de l'approbation. Autrement dit, vous cessez de croire à votre dignité et commencez à vous battre pour l'obtenir. Et Dieu sait à quel point j'étais en train de me battre alors. À la fin de la conférence, j'ai pris mes affaires et j'ai trotté jusqu'à ma voiture. Tandis que je quittais le stationnement, mon visage est devenu chaud. Je me sentais toute petite et mon cœur battait la chamade. J'ai voulu refouler l'image encore très nette de cette conférence désastreuse, mais c'était plus fort que moi. L'orage de la honte couvait. Lorsque les bourrasques de la honte se déchaînent autour de moi, il m'est presque impossible de me raisonner ou même de trouver quoi que ce soit de bon à propos de moi-même. Je me suis donc replongée dans l'autoflagellation verbale. Mon Dieu, quelle idiote je suis! Pourquoi ai-je fait ça? Le plus inestimable cadeau que j'ai reçu en préparant cet ouvrage, les recherches autant que le travail personnel, c'est de pouvoir reconnaître la honte quand elle se manifeste. Tout d'abord, j'en connais mes propres symptômes physiques. La bouche sèche, l'horloge qui égrène les secondes, la vision qui rétrécit, le visage chaud, les battements du cœur qui s'accélèrent. Je sais également que refaire jouer au ralenti la rétrospective douloureuse, encore et encore dans ma tête, est un signe d'avertissement. Je sais aussi que la meilleure chose à faire dans une telle situation paraît de bout en bout contre-intuitif. Pratiquer le courage et entrer en contact. Nous devons nous approprier notre histoire et la partager avec quelqu'un qui mérite de l'entendre, quelqu'un que nous savons capable de réagir avec compassion. Nous avons besoin de courage, de compassion et de connexion, dès que possible. La honte n'aime pas que nous nous mettions à nu et racontions notre histoire. Elle déteste s'entourer de mots. Elle ne peut survivre d'être partagée. La honte adore l'obscurité. La pire chose qu'on puisse faire à la suite d'une expérience honteuse est de cacher ou d'enterrer notre histoire. Quand nous voulons en faire disparaître les traces, la honte, au contraire, se métastase. Je me rappelle avoir dit à voix haute « J'ai besoin de parler à quelqu'un maintenant. Sois donc brave, Brené. » Mais voici ce qui est délicat avec la compassion et la connexion avec quelqu'un. On ne peut pas juste appeler n'importe qui, ce n'est pas aussi simple.
J'ai de nombreux bons amis, mais seulement une poignée de personnes que je sais capables de pratiquer la compassion dans les moments où je croupis dans le cachot de la honte. Si nous partageons notre récit de la honte avec la mauvaise personne, cela peut aisément s'ajouter aux débris virevoltants d'un orage déjà violent. Nous voulons une connexion solide, comme le roc dans une situation comme celle-là. Quelque chose comme un arbre en santé dont les racines sont fermement ancrées dans le sol. Il nous faut assurément éviter les cas suivants. Premièrement, l'ami qui écoute votre histoire et se met à ressentir de la honte à votre place. Elle a le souffle coupé et atteste à quel point vous devriez être horrifié. Ensuite, s'installe un silence gêné, et c'est à votre tour de faire en sorte qu'elle se sente mieux. Deuxièmement, l'ami qui répond avec sympathie « Je suis vraiment désolé pour toi », plutôt qu'avec empathie « Je te comprends, je le ressens avec toi et je l'ai déjà vécu ». Si vous désirez qu'un cyclone de honte prenne de mortelles proportions, lancez un « Oh, pauvre toi !» à une victime de la honte, ou bien cette version du sud de la sympathie exprimée, incroyablement passive-agressive. « Que Dieu bénisse ton cœur !» Troisièmement, l'ami qui a besoin que vous soyez le rempart infaillible de la dignité et de l'authenticité. Elle ne peut pas vous aider puisque vos imperfections la déçoivent. Vous l'avez laissé tomber. Quatrièmement, l'ami que la vulnérabilité rend si inconfortable qu'elle vous gronde. Comment as-tu laissé ça arriver? Mais à quoi pensais-tu? Ou encore, elle cherche sur qui porter le blâme. Voyons, c'était qui cet homme? Allons lui botter le cul. Cinquièmement, l'ami qui tient à maquiller la réalité et qui, dans son propre malaise, refuse d'admettre que vous puissiez parfois être dingue et faire d'épouvantables choix. Tu exagères, ce n'est pas si pire. Tu épates, tu es parfaite, tout le monde t'aime. Sixièmement, l'ami qui confond connexion avec l'occasion de marquer un point sur vous. Ce n'est rien, écoute plutôt ce qui m'est déjà arrivé. Bien sûr, nous sommes tous capables d'être ce genre d'amis, en particulier si quelqu'un nous raconte une histoire qui se moule à notre propre placard de la honte. Nous sommes humains, imparfaits et vulnérables. Il n'est pas facile de pratiquer la compassion quand on est soi-même en lutte avec sa propre authenticité et quand on sent compromise sa propre dignité. Lorsque nous cherchons de la compassion, nous avons besoin d'une personne solidement enracinée, capable de souplesse et surtout qui accepte autant nos forces que nos faiblesses. Nous avons besoin d'honorer notre histoire en la partageant avec un être qui a mérité le droit de l'entendre, de la savoir. Lorsque nous cherchons de la compassion, nous avons besoin de connecter avec la bonne personne au bon moment et au sujet du bon problème. J'ai appelé ma sœur. La dernière fois que j'avais contacté une de mes sœurs ou mon frère à la recherche d'une oreille et d'une voix contre les cyclones de la honte, c'était lors de mon éveil spirituel en 2007. Je suis de 4 ans l'aîné de mon frère et de 8 ans l'aîné de mes sœurs, qui sont jumelles. Avant 2007, j'avais pourtant acquis l'habitude d'être la sœur aînée parfaite. Conduite exemplaire et intégrité morale, meilleure que et fort avisée. Ashley fut extraordinaire. Elle a écouté et réagi avec une totale compassion. Elle a eu le courage de puiser dans sa propre bataille avec dignité afin de pouvoir intimement comprendre ce que je vivais alors. Elle a dit des paroles merveilleusement empathiques et honnêtes comme « Oh, remets-toi, c'est tellement dur, je l'ai déjà vécu, je déteste me sentir comme ça. » Ce n'était peut-être pas ce que quelqu'un d'autre aurait eu besoin d'entendre, mais pour moi, c'était le meilleur. Ashley ne s'est pas sentie désemparée, ni ne s'est laissée entraîner dans ma propre tempête. Elle ne s'est pas mise non plus à brandir le marteau du jugement et du blâme. Elle n'a pas essayé de me faire penser à autre chose ou de me faire sentir mieux. Elle m'a simplement écoutée et a eu le courage de partager avec moi quelques-unes de ses propres vulnérabilités. Je me suis sentie complètement exposée, mais en même temps totalement aimée et acceptée, la définition même de la compassion selon moi. Croyez-moi quand je vous dis que la honte et la peur ne supportent pas ce genre de connexion puissante qui surgit entre deux personnes.
C'est la raison pour laquelle nous devons utiliser les outils que sont le courage, la compassion et la connexion pour tendre vers une vie sans réserve. De surcroît, le fait d'avoir laissé une personne chère me voir comme étant imparfaite nous a permis de solidifier notre relation qui se poursuit encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que le courage, la compassion et la connexion sont les grâces de l'imperfection. Lorsque nous sommes prêts à accepter d'être vrais et imparfaits, ces grâces continuent de nous combler. La suite rapide de mon histoire. Environ une semaine après cette conférence aux allures de match de lutte, j'ai découvert que l'école en question était aux prises avec un problème de rôdeur, pour ainsi dire. Les parents étaient dans les classes toute la journée, ce qui interférait avec l'enseignement et la gestion de la classe. Sans me mettre au courant, la directrice et le président de l'association parents-enseignants avaient spécifiquement demandé à ses parents d'assister à ma conférence, en leur précisant que je leur expliquerais pourquoi ils devaient cesser de rôder dans les classes. Autrement dit, j'assumais sans le savoir un rôle de parent parachuté. Mauvais signe. J'ai beau ne pas préconiser le fait de rôder dans les salles de classe, je ne suis pas non plus un tueur à gages des mauvaises habitudes parentales. Le plus ironique, c'est que je n'ai pas dit un seul mot sur ce problème durant ma conférence, puisque je n'avais aucune idée que cette école vivait ce problème. Maintenant, à la lumière de ce récit, examinons de plus près chacune des notions de la vie sans réserve et voyons comment elles fonctionnent ensemble. Le courage. Le courage est un thème central dans ma vie. Soit je prie pour en avoir, soit je suis reconnaissante d'en avoir, ne serait-ce qu'un peu. Soit je l'apprécie chez les autres, soit je l'étudie. Je ne pense pas que ça fasse de moi quelqu'un d'unique. Tout le monde peut être brave. Tout le monde veut être brave. Après avoir interviewé de nombreuses personnes au sujet des vérités qui habitent leur vie, leurs forces et leurs faiblesses, j'ai pris conscience que le courage est une des qualités les plus importantes que les gens qui vivent sans réserve ont en commun. Et pas seulement n'importe quel genre de courage. Je me suis rendu compte qu'une vie sans réserve requiert un courage ordinaire. Voici ce que je veux dire. La racine du mot courage est cor, c'est le mot latin pour cœur. Dans une de ses plus anciennes significations, le mot courage tenait d'une définition fort différente de celle que nous en avons aujourd'hui. À l'origine, le courage était pour quelqu'un l'acte de s'ouvrir à l'autre avec toute la disposition de son cœur. Au fil du temps, cette définition a changé, à ce point que nous tendons davantage à l'associer aujourd'hui avec ce qui est héroïque. Les faits héroïques sont inestimables et assurément nous avons besoin de héros, mais je pense que nous avons perdu de vue que parler sincèrement et ouvertement à propos de qui on est, à propos de ce que l'on sent, et au sujet de nos expériences, bonnes ou mauvaises, représente la définition première du courage. Être héroïque, c'est souvent risquer sa vie. Le courage ordinaire, c'est risquer sa propre vulnérabilité. Dans le monde actuel, c'est une chose assez extraordinaire. Pour peu que nous soyons attentifs, nous voyons du courage tous les jours. Nous en sommes témoins lorsque les gens demandent une écoute, telle que je l'ai fait avec Ashley. Je le sens aussi dans mes classes, quand une étudiante lève la main et me dit « Je suis vraiment perdue, j'ai beaucoup de misère à vous suivre ». Savez-vous à quel point il est courageux de dire « Je n'en ai aucune idée », alors que vous êtes à peu près certain que tout le monde autour de vous comprend et suit parfaitement? Bien sûr, après plus d'une douzaine d'années à enseigner, je sais maintenant que lorsqu'un étudiant prend son courage à deux mains pour me dire « Vous m'avez perdu », il y a probablement au moins 10 autres étudiants qui sont tout aussi perdus. Ceux-là ne prendront peut-être pas le risque de me le dire, mais le courage de l'étudiant qui aura levé la main les servira grandement. J'ai aussi remarqué le courage de ma fille, Hélène, quand elle m'a téléphoné à 22h30 après une soirée pyjama chez une copine où elle était censée coucher, pour me demander « Maman, peux-tu venir me chercher ?» Je suis allée la chercher. Elle est entrée dans l'auto et m'a dit « Je suis désolée, je n'ai pas été assez brave. Je m'ennuyais de chez moi. C'était difficile. Tout le monde dormait et j'ai dû me rendre jusqu'à la chambre de la maman de Libby et la réveiller. » Une fois devant notre maison, j'ai stationné la voiture, j'en suis sortie
et j'ai ouvert la porte arrière pour m'asseoir à côté d'Hélène. Je lui ai dit « Hélène, je pense que demander ce dont tu as besoin est une des choses les plus braves que tu puisses faire. J'ai passé de très mauvaises nuits après des soirées pyjama, parce que je n'osais pas demander qu'on me reconduise à la maison. Je suis fière de toi. » Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Hélène s'est ouverte à moi. « J'ai repensé à ce que tu m'as dit hier soir. Puis-je être brave encore et demander quelque chose d'autre ?» J'ai souri. « J'ai une autre soirée avec mes amis à la fin de la semaine prochaine. Pourrais-tu venir me prendre avant le couvre-feu ? Je ne suis pas encore prête pour dormir ailleurs. » Voilà ce qu'est le courage, le genre que nous gagnerons tous à vivre plus souvent. Je vois aussi du courage en moi-même quand je prends le risque d'être vulnérable et déçue. Pendant des années, lorsque je désirais intensément quelque chose, être invitée à parler lors d'une conférence spéciale, recevoir une promotion, faire une entrevue à la radio, je feignais un peu l'indifférence. Si un ami ou un collègue me demandait « Alors, attends-tu avec impatience cette entrevue à la télévision ?» Je haussais les épaules en disant « Pas tant que ça, ce n'est pas si important. » Naturellement, au fond de moi-même, je priais pour que tout fonctionne et arrive. C'est seulement au cours des dernières années que j'ai appris que minimiser son enthousiasme à l'idée d'un truc excitant n'enlève pas la douleur qu'on éprouve lorsque nos désirs ne se réalisent pas. Cela ne fait que rabaisser la joie lorsqu'ils se réalisent. Cela crée aussi beaucoup d'isolement, car une fois que vous avez mis en sourdine l'importance de quelque chose, vos amis sont moins susceptibles de vous appeler pour vous dire « Je suis désolée que ça n'ait pas marché, je savais à quel point tu y tenais. » Désormais, quand quelqu'un me met au courant d'une occasion potentielle qui m'enchante, j'incline davantage à pratiquer le courage et à dire « Cette possibilité me ravit tellement, j'essaie de rester réaliste, mais j'espère vraiment que ça arrivera. » Si ça ne tourne pas comme prévu, je sais pour l'avoir déjà fait que c'est réconfortant d'appeler un bon ami pour lui annoncer « Tu te souviens de cet événement dont je t'ai parlé ? Eh bien, ça ne marchera pas en fin de compte, et je suis tellement déçue. » J'ai récemment été témoin d'un autre exemple de courage à la maternelle de mon fils Charlie. Les parents étaient conviés au spectacle de musique de Noël préparé par les enfants. Vous connaissez probablement le topo. 25 enfants chantent devant un auditoire d'une 50aine de parents, grands-parents, frères et sœurs, tenant 39 caméras vidéo. Les parents tendaient les caméras dans les airs et prenaient des photos au hasard en s'assurant de se faire voir et entendre par leurs enfants pour leur faire savoir qu'ils étaient bien ici et à l'heure. En plus de toute cette agitation parmi les spectateurs, une petite fille de 3 ans, qui était nouvelle dans la classe, a pleuré pendant tout le spectacle parce qu'elle n'apercevait pas sa mère depuis la scène improvisée. Comme de fait, sa maman était coincée dans la circulation et a raté tout le spectacle. Lorsque la mère est finalement arrivée, j'étais agenouillée près de la porte de la classe pour dire au revoir à Charlie. De mon point de vue favorable, j'ai regardé la mère de cette fillette se précipiter dans la pièce et se mettre aussitôt à balayer la pièce du regard pour trouver sa petite fille. Au moment où j'allais me relever pour lui indiquer le fond de la classe où un professeur tenait compagnie à sa fille, une autre mère est passée près de nous, a toisé la femme visiblement agitée, a secoué la tête en signe de désapprobation et a roulé les yeux. Une fois debout, j'ai pris une grande respiration et j'ai essayé de raisonner la partie de moi-même qui avait envie de poursuivre cette mère « Je suis mieux que toi et je roule des yeux » et de lui botter son plus que ponctuel derrière. Tout à coup, 2 autres mères sont allées voir la femme qui s'était mise à pleurer et lui ont souri. L'une d'entre elles a mis la main sur son épaule et lui a dit « Ça nous est toutes déjà arrivé. J'ai raté les spectacles d'avant. Je n'étais même pas en retard. J'avais juste complètement oublié. » J'ai vu le visage de cette pauvre mère s'adoucir alors qu'elle essuyait une larme. La deuxième des mères l'a regardée à son tour en lui confiant « Mon fils était le seul qui ne portait pas de pyjama lors de la journée pyjama. Encore aujourd'hui, il me dit que ce fut la pire journée de sa vie. Ça va aller, on est toutes dans le même bateau. » Tandis que cette pauvre mère se dirigeait vers le fond de la pièce, où le professeur réconfortait toujours la petite, elle semblait s'être calmée. Je suis certaine qu'un baume apaisait déjà son cœur quand sa fille s'est précipitée dans ses bras. Les 2 mères qui s'étaient arrêtées pour partager leur expérience d'imperfection et de vulnérabilité ont exercé leur courage.
Elles ont pris le temps d'arrêter et de dire « Voici mon histoire, vous n'êtes pas la seule ». Elles n'étaient pas obligées de s'arrêter et de partager ainsi avec la mère en retard. Elles auraient tout aussi bien pu rejoindre la parade du parent parfait et l'ignorer. Comme le montrent ces anecdotes, le courage produit l'effet ondulatoire d'un caillou qui tombe dans l'eau. Chaque fois que nous choisissons le courage, nous rendons les gens autour de nous un peu meilleurs et le monde un peu plus brave. Et notre monde ne s'en porterait que mieux d'être un peu plus gentil et un peu plus brave. La compassion. En préparation à l'écriture de mon livre sur la honte, j'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main au sujet de la compassion. J'en suis arrivée à constater une puissante corrélation entre les histoires que j'avais entendues en entrevue et le travail de la moniale bouddhiste américaine Pema Chodron. Dans son livre « Les bastions de la peur », Chodron écrit « Quand on s'exerce à générer de la compassion, on doit s'attendre à sentir la peur de sa propre douleur. Pratiquer la compassion est audacieux. Cela demande d'apprendre à se détendre et à se laisser avancer tout doucement vers ce qui nous fait peur. » Ce que j'aime beaucoup dans la définition de Chodron, c'est qu'elle dit honnêtement ce qu'il y a de vulnérable à pratiquer la compassion. En examinant de près l'étymologie du mot compassion, tout comme nous l'avons fait avec la définition de courage, il nous est plus facile de comprendre pourquoi la compassion n'est habituellement pas notre première réaction face à la souffrance. Le mot compassion est dérivé des mots latins pati et cum, lesquels signifient souffrir avec. Je ne crois pas que la compassion soit notre réaction par défaut. Je pense que notre première réaction à la douleur, la nôtre ou celle d'un autre, c'est de nous autoprotéger. Nous nous protégeons en cherchant qui ou quoi blâmer. Ou parfois, nous érigeons un bouclier en choisissant de juger ou de nous mettre immédiatement en mode réparé. Lorsque Chodron aborde notre tendance à l'autoprotection, elle nous enseigne à voir avec honnêteté et indulgence quand et comment nous nous fermons. Lorsque nous cultivons la compassion, nous puisons dans le bagage de toutes nos expériences, nos souffrances et notre empathie, aussi bien que notre cruauté et notre terreur. Il faut qu'il en soit ainsi. La compassion n'est pas une relation entre le soigneur et son blessé, c'est une relation entre égaux. C'est seulement lorsque nous connaissons nos propres ténèbres que nous pouvons accompagner celles des autres. La compassion devient véritable lorsque nous reconnaissons notre humanité commune. Dans mon histoire, ma sœur Ashley était prête à me tenir la main dans mes ténèbres. Elle n'était pas là pour me guérir ou me remettre en place. Elle était simplement avec moi, comme une égale, tenant ma main pendant que je pataugeais péniblement dans mes états d'âme. Frontières et compassion. Un des obstacles les plus tenaces et les moins discutés à la pratique de la compassion est la peur d'instaurer des frontières et de tenir les gens responsables. Je sais que ça sonne bizarre, mais je crois que le fait de comprendre le lien entre les frontières, la responsabilité, l'acceptation et la compassion a fait de moi une personne plus indulgente. Avant ma dépression, j'étais plus gentille, portée à juger, rancunière et pleine de ressentiment à l'intérieur, mais plus gentille de l'extérieur. Aujourd'hui, je pense avoir plus de véritable compassion, être moins prompte au jugement et moins rancunière, et plus sérieuse que jamais à propos des frontières. Je ne sais pas du tout ce que cette combinaison dégage vue de l'extérieur, mais elle s'avère puissante intérieurement. Avant cette recherche, j'en savais beaucoup sur chacun de ces concepts, mais je n'arrivais pas à comprendre leurs interactions. Durant mes entrevues, je fus abasourdie de constater que nombre des personnes qui pratiquaient sincèrement la compassion étaient également celles qui s'avisaient le plus d'établir des frontières. J'étais proprement stupéfaite. Voici ce que j'ai appris. Au cœur de la compassion se trouve bel et bien l'acceptation. Plus nous arrivons à nous accepter nous-mêmes ainsi que les autres, plus la compassion nous habite. Cela dit, il est difficile d'accepter les gens quand ils nous blessent, profitent de nous ou nous marchent dessus. Cette recherche m'a enseigné que si nous voulons réellement pratiquer la compassion, nous devons commencer par définir des frontières et tenir les gens responsables
de leur comportement. Nous vivons dans une culture du blâme. Nous voulons savoir à qui est la faute et comment cette personne en paiera le prix. Dans nos mondes personnels, sociaux et politiques, nous aimons pointer du doigt et crier au scandale, mais rarement tenir les gens responsables. Comment le pourrions-nous? Nous sommes tellement épuisés de nous emporter que nous n'avons pas l'énergie pour établir des conséquences significatives et les appliquer. Depuis le gouvernement et le monde des affaires jusqu'à nos propres écoles et nos propres maisons, je pense que cette mentalité de condamner, reprocher, trop fourbu et trop occupé pour poursuivre jusqu'au bout est la raison pour laquelle nous sommes si portés à la colère moralisatrice et si peu à la compassion. Ne vaudrait-il pas mieux avoir plus de bonté, mais aussi plus de fermeté? Combien différente serait notre vie si elle se nourrissait de moins de colère et de plus de responsabilité? À quoi ressemblerait notre travail et notre vie à la maison si nous blâmions moins et avions plus de respect pour les frontières? Je fus récemment invité à discuter avec des patrons d'entreprise qui essayaient tant bien que mal de procéder à une difficile réorganisation de leur compagnie. Un des directeurs de projet m'a dit que, après m'avoir écouté parler des risques qu'il y avait à utiliser la honte comme outil de gestion, il avait peur d'avoir humilié ses partenaires d'équipe. Il m'a confié que, lorsqu'il en avait vraiment marre, il apostrophait quelqu'un et critiquait son travail pendant les réunions d'équipe. Il a expliqué : « Je suis tellement frustré. J'ai 2 employés qui n'écoutent simplement pas. Je leur précise chaque détail d'un projet, je m'assure de m'être fait bien comprendre, mais ils n'en font quand même qu'à leur tête. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens acculé au pied du mur et en colère, alors je les rabaisse devant leurs collègues. » Quand je lui ai demandé comment il tenait ses 2 employés responsables de ne pas suivre le protocole du projet, il a répondu : « Que voulez-vous dire par « responsable » ? J'ai dit : « Une fois que vous avez vérifié avec eux s'ils saisissent bien vos attentes et vos objectifs, comment leur expliquez-vous les conséquences de ne pas suivre le plan ou de ne pas répondre aux objectifs attendus ?» Il a admis : « Je ne parle pas des conséquences. Ils savent qu'ils doivent respecter le protocole. » Je lui ai donné un exemple. « D'accord. Qu'arriverait-il si vous leur disiez que la prochaine fois qu'ils transgressent le protocole, vous allez l'inscrire au procès-verbal ou leur donner un avertissement officiel, ou que, s'ils continuent, ils vont perdre leur emploi ?» Il a secoué la tête et répondu : « Oh non, c'est plutôt sérieux ça. J'aurais à impliquer les personnes des ressources humaines là-dedans. Ce serait toute une pagaille. » Établir des frontières et tenir les gens pour responsables exige davantage d'efforts qu'humilier et faire des reproches. Mais c'est aussi infiniment plus efficace. Humilier et blâmer sans la responsabilité est toxique pour les couples, les familles, les compagnies, les communautés. Tout d'abord, quand nous humilions et blâmons, le focus est détourné du comportement remis en question à l'origine vers notre propre comportement. Lorsque ce patron a fini de rabaisser et de blâmer ses 2 employés devant leurs collègues, c'est son comportement à lui qui devient le comportement remis en question. En outre, lorsque nous n'appliquons pas les conséquences appropriées, les autres apprennent à balayer de la main nos demandes, même si celles-ci prennent des allures de menaces ou d'ultimatum. Si nous prions nos enfants de ne pas laisser traîner leurs vêtements sur le plancher, et qu'ils savent que l'unique conséquence de ne pas le faire est quelques minutes d'engueulade, ils ont raison de croire que ce n'est pas si important pour nous. Il nous est difficile de comprendre que nous pouvons être totalement empathiques et ouverts tout en tenant les gens responsables de leur comportement. C'est possible et, en fait, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Il est parfaitement possible de confronter quelqu'un sur son comportement, de congédier un employé, de faire échouer un étudiant ou de discipliner un enfant sans avoir à l'admonester ou à l'humilier. La clé est de séparer la personne de ses comportements, d'aborder ce qu'ils font et non ce qu'ils sont. J'en parlerai plus en détail dans le prochain chapitre. Il est également important d'assumer le malaise que nous éprouvons à faire chevaucher compassion et frontières.
Nous devons éviter de nous convaincre que nous détestons quelqu'un ou qu'il mérite d'avoir des remords dans le seul but de nous sentir mieux de le tenir responsable. Cela ne fait qu'envenimer une situation. Lorsque nous nous laissons aller à ne pas aimer quelqu'un afin de nous sentir plus à l'aise de le tenir responsable, nous tombons dans le piège du blâme et de la honte. Quand nous échouons à établir des frontières et à tenir les gens responsables, nous nous sentons utilisés, maltraités. C'est pourquoi nous répliquons parfois en attaquant qui ils sont, ce qui est de loin plus blessant que de remettre en question un comportement ou un choix. Pour notre propre bien, nous devons comprendre qu'il est dangereux pour nos relations et pour nous-mêmes de s'embourber dans le blâme et l'humiliation, ou d'être imbus de colère bien-pensante. Il est d'ailleurs impossible de pratiquer la compassion lorsque le ressentiment couve. Si nous voulons cultiver l'acceptation et l'empathie, les frontières et la responsabilité sont nécessaires. La connexion. Je définis la connexion comme étant l'énergie qui existe entre deux personnes lorsqu'elles se sentent vues, entendues et valorisées. Quand elles peuvent donner et recevoir sans jugement, et quand elles tirent substance et force de cette relation même. Ma sœur Ashley et moi nous sentions profondément connectés après notre expérience. Je savais que j'avais été vue, entendue et valorisée. Même si c'était angoissant, j'ai été capable d'entrer en contact à la recherche d'aide et de soutien. Et cela nous a redonné force et satisfaction à toutes les deux. En fait, quelques semaines plus tard, Ashley m'a confié. « Je ne peux pas te dire à quel point je suis contente que tu m'aies appelée l'autre jour. Cela m'a tellement soulagée de savoir que je n'étais pas la seule à faire des choses comme ça. J'adore aussi savoir que je peux t'aider et que tu me fais confiance. » Connexion engendre connexion. En vérité, l'être humain est programmé pour la connexion. C'est dans sa biologie. Dès notre naissance, nous avons besoin de connexion pour nous épanouir émotionnellement, physiquement, spirituellement et intellectuellement. Il y a 10 ans, cette idée que nous sommes programmés pour la connexion aurait pu être jugée un peu mièvre ou nouvel âge. Aujourd'hui, nous savons que ce besoin de contact profond dépasse le sentiment ou l'intuition. C'est de la science pure, de la neuroscience pour être exact. Dans son livre « Cultiver l'intelligence relationnelle », Daniel Goleman analyse comment les plus récentes trouvailles en biologie et en neurosciences confirment que nous sommes configurés pour la connexion et que nos relations façonnent notre biologie autant que nos expériences. Goleman écrit « Même nos rencontres les plus routinières agissent comme des régulateurs dans le cerveau, lesquels amorcent nos émotions, certaines désirables, d'autres non. Plus on est émotionnellement connecté à quelqu'un, plus la force mutuelle est grande. Il est extraordinaire, quoique peut-être pas surprenant, que la connexion que nous vivons dans nos relations ait à ce point un impact sur la manière dont notre cerveau se développe et fonctionne. Notre besoin inné de connexion rend d'autant plus réelles et dangereuses les conséquences de la déconnexion. Parfois, nous pensons que nous sommes connectés. La technologie, par exemple, est devenue quelque chose comme un imposteur de la connexion, nous faisant croire que nous sommes connectés quand nous ne le sommes pas du tout. Du moins, pas de la manière dont nous avons besoin. Dans notre monde qui carbure à la technologie, nous avons confondu la simple communication avec un sentiment de connexion. Être branché sur un objet technologique ne veut pas dire qu'on se sent vu et entendu. En vérité, l'hypercommunication peut vouloir dire que nous passons sur Facebook plus de temps que nous en passons en face à face avec les gens qui nous sont chers. Je ne saurais vous dire combien de fois j'ai vu, en entrant dans un restaurant, des parents converser chacun au téléphone cellulaire pendant que leurs enfants étaient occupés à texter et à jouer à des jeux vidéo. À quoi cela sert-il alors de s'asseoir ensemble ? Pendant que nous pensons à la définition de la connexion et sa facile confusion avec la technologie, il nous faut également envisager de déconstruire le mythe de l'autosuffisance. Un des plus gros obstacles à la connexion est la valorisation culturelle qu'on associe au choix de « faire cavalier seul ».
On en est arrivé à faire rimer le succès avec le fait de n'avoir besoin de personne. Beaucoup d'entre nous sont prêts à tendre une main aidante, mais ils sont réticents à demander de l'aide quand ils en ont eux-mêmes besoin. Quasiment comme si le monde était divisé en deux groupes, ceux qui offrent leur aide et ceux qui ont besoin d'aide. La vérité, c'est que chacun appartient aux deux groupes. J'ai appris énormément de choses sur la cohabitation, donner-recevoir, des hommes et des femmes qui essaient de vivre une vie sans réserve, mais rien de plus important que ceci. Tant qu'on ne peut pas recevoir avec un cœur ouvert, on ne peut jamais réellement donner avec un cœur ouvert. Quand on porte un jugement sur le fait de recevoir de l'aide, on porte un jugement, conscient ou non, sur le fait de donner de l'aide. Pendant des années, j'ai valorisé mon rôle de celle qui aidait dans ma famille. Je voulais calmer une crise ou prêter de l'argent ou donner des conseils. J'étais toujours contente d'aider les autres, mais jamais je n'aurais appelé ma famille pour leur demander de l'aide, en particulier du soutien, lors d'un orage de la honte. À l'époque, j'aurais catégoriquement nié que j'assortissais ma générosité d'un jugement. Mais maintenant, je comprends comment le fait de n'avoir jamais besoin d'aide et de toujours en offrir nourrissait ma perception de ma propre valeur. Pendant ma dépression, j'ai eu besoin d'aide. J'ai eu besoin de soutien et de conseils. Dieu merci, le fait de m'être tournée vers mon frère et mes sœurs cadets a totalement modifié la dynamique de notre famille. J'ai obtenu la permission de tomber et d'être imparfaite, et chacun a pu partager sa force et son incroyable sagesse avec moi. Si la connexion est l'énergie qui jaillit entre les personnes, nous devons nous rappeler que ce jaillissement doit voyager dans les deux directions. Le chemin vers une vie sans réserve n'est pas le moindre des chemins. C'est une route de conscience et de choix. Et honnêtement, c'est un peu à contre-culture. Être prêt à dire son histoire, à ressentir la souffrance des autres et à rester sincèrement connecté dans ce monde déconnecté ne se fait pas du bout des lèvres et à moitié. Pratiquer le courage, la compassion et la connexion, c'est regarder la vie et les gens autour de nous, puis dire « J'y suis avec tout ce que je suis ». Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.